Merci beaucoup d'être tous là ce soir pour la conférence de Jean-Pierre Varnier, aidé par Christian Piccolo qui va lui poser des questions. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Jean-Pierre est déjà venu 2 fois. Une fois, j'ai noté en 2018, sur les individus sont-ils égaux en droit? Je ne sais pas si tu te souviens. Et la deuxième fois, en mai 2019, un royaume africain dans la modernité. C'était le Cameroun. Très belle intervention, toutes les deux. Et on lui remercie vraiment d'être là ce soir. Et il va nous parler du travail énorme qu'il a fait sur les archives familiales. Et il va nous expliquer comment il a pu faire ce travail. Et il y a un livre qui va circuler, c'est ça? Les deux. Les deux vont circuler, comme ça on pourra voir. Ils sont neufs. D'accord. Ensuite, ils seront d'occasion, donc je peux faire un gros prix dessus. Et il pourra nous les dédicacer. Voilà. Bon, moi je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Véronique. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai la lourde tâche de guider Jean-Pierre dans le récit qu'il va nous faire de son livre. Mais avant ça, on peut peut-être présenter Jean-Pierre, même si certains beaucoup le connaissent parmi vous. Jean-Pierre, c'est d'abord un universitaire. Et j'ai envie de dire c'est Jean-Pierre l'Africain, puisqu'il a fait beaucoup de terrain. Jean-Pierre est anthropologue. Il a fait beaucoup de terrain en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Et Véronique faisait allusion à ses travaux sur un des royaumes du Cameroun. Il a été étudiant puis enseignant à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Et ensuite, il a œuvré en France à travers quelques universités parisiennes de l'époque qui portaient des numéros et aujourd'hui portent le nom de Paris-Cité, puisqu'elles ont été regroupées toutes ensemble. Ce soir, c'est pour parler d'un livre un peu particulier qui s'appelle « 10 ans de bonheur, un couple bourgeois à l'âge des extrêmes ». Avec tout ça, on a posé pas mal d'indications, mais peu de réponses. Et j'imagine que vous aurez envie, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Jean-Pierre, vous aurez envie de savoir ce qu'il y a dans ce livre. Et avant toute chose, en préparant, parce qu'on a quand même préparé, là avec Jean-Pierre, moi il m'est venu une chose, parce que j'ai lu le livre, et j'espère que vous le lirez après, c'est que ce livre raconte une histoire. Ça on le verra au fur et à mesure et quand nous allons avancer. Mais la première question que j'ai envie de te poser, Jean-Pierre, c'est que ce livre lui-même a une histoire. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est cette histoire? Autrement dit, d'où vient-il? Où puise-t-il son origine? Et comment s'est-il imposé à toi? Merci à Véronique, merci à l'Université populaire qui me reçoit pour la 3e fois. Merci à Christian de s'être coltiné la lecture de ce livre un peu épais, de l'avoir digéré et de me relancer pour cette soirée. L'origine du livre. Mes parents ont laissé des archives privées considérables, archives familiales, intimes, qui sont constituées de correspondances, des milliers de lettres, journaux intimes, récits, leurs agendas, des livres de comptes, des factures. Enfin, c'est un fatras énorme d'archives familiales. Dans ma bibliothèque, j'en ai entre 12 et 15 mètres linéaires selon la manière dont on calcule. Parce qu'à la marge du corpus, il y a quelque chose qui est un peu flou. Au tout début des années 90, je m'y suis intéressé dans le cadre d'une psychanalyse qui était un vieux projet que j'avais depuis que j'étais étudiant, parce que j'estimais que j'étais tellement névrosé qu'il fallait qu'un jour je passe sur le divan.
Ce qui fait que j'ai fait des sondages dès ce moment-là. Ma mère était encore en vie, elle est décédée en 1996. Et dès le tout début de mes séances sur le divan, j'ai commencé à écrire. Donc l'écriture a commencé il y a 35 ans. D'abord pour moi, ensuite dans les archives, également pour moi. Il n'était pas question de diffuser ça au dehors. Et puis, peu à peu, j'en suis venu à le nombre de pages augmenté, 200, 300 pages. Je n'ai les idées claires qu'à partir du moment où je les ai mises en paragraphes, en numéros, en petit A, petit B, où il y a des concepts et des mots dessus. Est venu un jour où j'ai eu le sentiment que je m'appropriais quelque chose, cet héritage familial, sur lequel mes 4 sœurs et mon frère pouvaient avoir des droits. Donc j'étais un peu gêné aux entournures. j'en ai parlé à une de mes sœurs, avec qui je parle très facilement, qui m'a dit « montre-moi ça », je lui ai donné 200 pages, elle m'a dit « bon, c'est un drôle de truc ». Finalement, le cercle s'est élargi, il y a une sorte de comité de lecture familiale. Et ensuite, j'ai fait un certain nombre de rencontres qui font que les destinataires de l'écrit ont commencé à glisser. De moi à un petit cercle familial, à un cercle plus grand, puis ensuite à des collègues. Et puis, ça a fini par aboutir, au bout de 35 ans, à ce texte qui est le numéro 18 des réécritures. Donc, c'est la version 18. Voilà l'origine de ce bouquin. Pour l'instant, on va en rester là. Ce qui est déjà pas mal. Et je précise que je ne dois pas nécessairement être le seul à poser des questions. Si elles vous viennent, elles seront les bienvenues, elles seront prises. Et Jean-Pierre se prêtera au jeu de la réponse. Comme on vient de le voir, on pourrait penser que ce livre est une espèce de journal, ce qui n'est pas du tout le cas. Et parce que c'est d'abord un travail universitaire. Quand vous le lirez, en tout cas je vous le souhaite et je vous y encourage, vous verrez que si on ne connaît pas Jean-Pierre, et si vous n'avez pas assisté à la réunion de ce soir, vous découvririez seulement à la fin que l'auteur est un des enfants. Parce qu'en fait, ce livre, c'est un travail universitaire très précis, de grande qualité, mais c'est aussi une plongée dans l'intimité, et dans l'intimité d'un couple, et qui plus est, ce couple, ce sont les parents de Jean-Pierre. Et du coup, ça donne une tournure un peu particulière à ce livre, et la question qui m'est venue, une fois que j'ai eu terminé le livre, et que j'avais envie beaucoup de poser à Jean-Pierre, c'est comment classes-tu ton livre dans la production littéraire ? C'est un roman, c'est un conte, c'est un journal, c'est un travail universitaire. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu le perçois ? Il y a un historien contemporain qui s'appelle Ivan Jablonka, que j'aime beaucoup, et qui dit ceci. Dans la production littéraire, grosso modo, il y a 2 continents. Il y a le continent scientifique, universitaire, qui s'attache à la vérification des faits, et puis de l'autre côté, il y a le continent littéraire, qui est un document de fiction, d'imagination, de narration, qui travaille le texte, qui a pour objectif de divertir, mais en même temps d'apporter du contenu éventuellement. Ce qui fait qu'il y a une frontière quasiment infranchissable entre les deux. Et dans les 10, 20, 30 dernières années, un certain nombre d'auteurs, écrivains, venant de l'un ou l'autre de ces 2 continents, ont essayé de se rapprocher de l'autre et de créer un 3e continent. C'est bien que ce livre est un livre que on commence à appeler en France un livre de non-fiction, c'est-à-dire c'est un livre qui pourrait se lire comme un roman, mais dont rien n'est fictif. Tout est fondé sur des archives écrites, datées, vérifiées. Et à partir de ça, il y a un récit qui est construit,
qui est un récit qu'on peut lire de deux manières. Ou bien on le lit comme un récit universitaire, une élaboration universitaire publiée par le CERI Sciences Po et Cartala dans une collection Recherche internationale qui est une collection de recherche, ou bien on le lit comme l'histoire d'un couple bourgeois à travers le XXe siècle. Mon père est né en décembre 1901, ma mère en janvier 1904, donc à peu près un an les sépare, un tout petit peu plus, et ils ont traversé, c'est des ados de la Grande Guerre, ils ont traversé deux guerres mondiales, la Grande Crise, la montée des totalitarismes, et puis l'après-guerre, la guerre froide, etc., etc. Donc, c'est un livre d'analyse politique de membres d'une classe sociale qui a été impliquée dans les événements historiques de la France et de l'Europe. Mais en même temps, on voit leur histoire d'amour, on voit leurs relations, leur contexte familial et toutes sortes de récits qui, par moments, peuvent être assez croustillants, assez drôles, assez distrayants, et par moments, au contraire, beaucoup plus analytiques pour essayer de comprendre ce que c'est que l'apocalypse de la modernité, ce que c'est que l'expérience de guerre, ce que c'est qu'un trauma psychique, ce que c'est que le catholicisme intransigeant dont qu'ils avaient adopté, et pas mal de choses de ce genre-là. Donc c'est une analyse politique. C'est inclassable dans les grandes catégories auxquelles nous nous sommes habitués. C'est tellement inclassable que l'éditeur a demandé la subvention du Centre national du livre, CNL, et qu'il a été retoqué. Et le motif invoqué par le CNL, c'est que ce livre n'entrait pas dans les catégories reçues par le Centre national du livre. Ce qui à la fois est un compliment et aussi un aveu de la part du CNL, qui montre d'abord qu'il n'a pas adopté le point de vue de Yvan Jablonka et qu'il est un peu en retard sur ce qui se fait dans le marché de l'édition. Merci. Alors je confirme effectivement qu'il y a beaucoup de variété dans la présentation et que c'est un livre qu'on peut lire sous plusieurs angles. On peut effectivement voir qu'il y a un grand travail de recherche, il y a une analyse, il y a une mise en contexte, et en même temps il y a des choses que seules les archives familiales peuvent apporter. Ma question dans tout ça, c'est que quand on est à la frontière de deux types de livres comme ça, et surtout quand on est, comme toi tu l'as été, c'est-à-dire impliqué, puisque ce sont tes parents, comment est-ce que le scientifique prend le recul nécessaire pour arriver à garder le recul et pouvoir présenter les choses et pouvoir dire qu'il s'agit d'un travail scientifique? Vraie question. On va parler un peu du contenu. Donc, Jacques, mon père, alors j'utilise uniquement les prénoms, sauf que pour ma mère, j'utilise le diminutif de son prénom. Elle s'appelait Germaine, elle n'aimait pas son prénom et tout le monde dans la famille l'appelait Mémène. Donc, c'est Jacques et Mémène. Jacques est né en décembre 1901 à Reims. Pendant la guerre de 14, la propriété de ses parents a été réquisitionnée par l'armée française qui en a fait une base logistique, qui a utilisé la très grande maison qu'on appelait le château d'habitation pour loger un état-major, toutes les dépendances, la ferme, etc., comme cantonnement pour la troupe, et la propriété comme plateforme logistique et comme base d'artillerie. Reims n'a jamais été pris par les Allemands, sauf au tout début de la guerre. Et la ville a été pilonnée pendant toute la durée de la guerre et est totalement rasée. Donc, en 1914, la famille s'en va et ne revient qu'en 1918, après le 11 novembre, tout à fait à la fin de 1918. Et Jacques voit sa ville rasée, réduite à un tas de pierres, la propriété complètement dévastée par l'armée française, pillée. Et le sentiment qu'il a, alors qu'il est ado, c'est que si
la modernité scientifique, industrielle, démocratique, etc., aboutit à raser la ville de Reims, à Verdun, à la bataille de la Somme, à des millions de morts, de familles impactées par la guerre, de blessés, de mutilés, alors c'est qu'il y a quelque chose de radicalement faux et détestable dans la modernité. Donc comme ado, c'est un anti-moderne. Il se dit qu'il faut revenir à quelque chose. C'était mieux avant. Et avant quoi? Eh bien, c'était mieux avant tout ce qui fait la modernité. C'est-à-dire, c'était mieux avant la Renaissance, avant la Réforme, avant les Lumières. Donc, il faut revenir à une sorte de chrétienté médiévale. Et ça, c'est le choc de guerre qui crée cette affaire-là. C'est ce que l'historien italien Emilio Gentile appelle l'apocalypse de la modernité. Et ça, il y a pas mal de Français qui ont été frappés par cet apocalypse de la modernité. La tonalité culturelle bascule avec la Première Guerre mondiale. Ce qui me permet d'introduire l'un des leviers dont on dispose pour prendre de la distance par rapport à des archives familiales. Il faut nommer les choses. D'abord, il faut nommer l'apocalypse de la modernité, ado de la Grande Guerre, catholicisme intransigeant, mais il faut nommer aussi la suite, c'est-à-dire antisémitisme de bibliothèque, complotisme, parce que la catastrophe est d'une telle magnitude, elle est tellement cohérente, qu'on ne voit pas quelles sont les causes qui ont pu raisonnablement causer une catastrophe pareille. Donc il doit y avoir une main invisible par derrière. Quelle main invisible? Eh bien, à l'époque, il y en a une qui est toute disponible, c'est les Juifs, les francs-maçons, les bolcheviks. Donc, il y a un complot judéo-maçonique et bolchevique derrière le déclenchement de la Grande Guerre pour ravager l'Europe et faire la révolution. Malheureusement, je ne vous ai pas apporté une revue, la Revue internationale des sociétés secrètes, la RISS, dont j'ai à peu près 70 livraisons dans les archives familiales qui ressassent cette affaire-là pendant toutes les années 20. J'aurais dû l'apporter, je ne l'ai pas apporté, c'est dommage. Donc, il faut nommer le complotisme, il faut nommer ce que c'est que l'antisémitisme de bibliothèque, etc. Donc, on a tous ces mots qu'il faut utiliser et qui situent un couple bourgeois dans son contexte historique et qui permet aux rédacteurs, aux travailleurs de prendre une certaine distance. Le deuxième levier qui permet de prendre la bonne distance, c'est de ne se fier que aux archives écrites. Pas de tradition orale, pas de mémoire familiale, que une lettre écrite par X à Y, telle date, en réponse à tel autre document que l'on peut vérifier. Les originaux sont là, les papiers sont là, on a les en-têtes, on a tout, les signatures, tout ce qu'on veut, et on récuse tout ce qui peut se raconter à l'intérieur d'une famille et qui est souvent égarant, voire délirant. Alors ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est qu'il faut un cadre conceptuel. Ça, c'est le chercheur qui parle. On va passer là-dessus. On y reviendra peut-être. C'est un petit peu plus difficile à expliquer. Le quatrième levier, en ce qui me concerne, c'est la psychanalyse. Donc, j'avais ce projet que j'ai réussi à mener à bien dans les années 90. Et j'en dirais ceci. Les parents... tout dépend évidemment du type de relation qu'on a avec eux, mais ce sont des objets de fantasme. Si la psychanalyse réussit, ce qui est loin d'être toujours le cas, c'est hasardeux, l'analyse. Mais au bout du compte, si ça marche, on se trouve non pas comme un enfant vis-à-vis de parents qui sont de la génération précédente, mais comme adulte vis-à-vis de deux adultes qui forment le couple, qui ont leur vie à eux, leur sexualité, leurs amours,
leurs défauts, leurs qualités, mais ce sont des humains comme les autres. Et par conséquent, je les considère à parité, je dirais, sauf que, pour moi, ce sont des martiens. Ils sont d'une autre planète, une planète que je ne connais pas, qui est la leur. Je les vois débarquer en tant que martiens dans mon monde. Je peux écrire beaucoup de choses à partir des documents qu'ils ont laissés. Il y aura toujours une part de mystère, parce que s'il y avait un martien dans la pièce, avec ses grandes oreilles vertes et tout ça, on aurait du mal à imaginer le monde auquel il appartient. Il y a enfin... oui, alors il y a encore deux outils. L'outil suivant, c'est... il a été développé par un anthropologue psychanalyste qui s'appelle Georges Devereux, qui a écrit une psychothérapie d'un Indien des plaines dont a été tiré un film dont j'oublie toujours le titre. Jimmy P. Jimmy P. Voilà. Devereux dit ceci. Quand on fait une enquête de terrain, par exemple celle que j'ai faite pendant 45 ans dans le même endroit au Cameroun, forcément on développe des relations de sujet à sujet, on devient amis, il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, mais le fait que je sois homme, blanc, universitaire, résident plus ou moins occasionnel, dans une société camerounaise paysanne en milieu rural, fait que j'ai accès à un certain nombre de choses, mais que je me barre l'accès à autre chose. Qui plus est, c'est une société anciennement colonisée, et moi je fais partie d'une société de colonisateurs. Donc il faut que celui qui fait l'enquête réfléchisse à ce à quoi il a accès, ce à quoi il n'a pas accès. Et là, dans la famille, c'est pareil. Le fait que je sois enfant de ce couple fait que j'ai accès aux archives familiales. Un chercheur extérieur n'aurait jamais eu accès. Impossible. Mes 4 sœurs auraient bloqué, mon frère aussi. Ça aurait posé des tas de problèmes. En tant qu'enfant et ayant droit à la succession, j'avais de droit accès à ces archives. Donc personne ne pouvait rien dire. Mais en même temps, je me barrais l'accès à d'autres ressources. Allons-y. Je m'entends très mal avec ma sœur aînée. Lors de la liquidation de succession de mes parents, ma sœur aînée a reçu un certain nombre de choses. Il est hors de question que j'aille la trouver et que je lui dise « Marie-Hélène, je cherche tel et tel document, les as-tu » Et donc je me barre l'accès à un certain nombre de documents. J'ai eu cette expérience pour de vrai avec une de mes cousines, il y a 7 ans. Je pensais que cette cousine avait un certain document. Je me suis adressé à elle, j'ai dit « Godelaine, est-ce que tu as entendu parler de tel ou tel document? Est-ce que tu l'aurais... » « Oh non, dit-elle, tu sais, je n'entendais absolument pas avec ma mère, elle ne m'a rien transmis. Non, je ne suis pas au courant. D'ailleurs, je n'ai rien. » Je publie le livre. Elle lit le livre, elle se dit « Zut, ma branche de la famille n'est pas dans le livre. Et Jean-Pierre a fait tout le boulot, et moi, je n'ai personne sous la main pour faire le boulot sur cette branche de la famille. » Elle s'est dit comment rattraper le truc, parce qu'elle m'avait envoyé sur les roses finalement. Or, elle avait des masses d'archives. Elle a fait un truc très tordu, je vous le passe parce que, bon... mais finalement, elle a renoué. Et elle m'a dit, écoute Jean-Pierre, j'ai une caisse pleine d'archives, prends ta voiture, viens, elle habite du côté de Clermont-Ferrand, on remplit ton coffre et voilà. Donc c'est ce qui s'est passé, maintenant j'ai un coffre plein d'archives qui me relance. C'est vous dire qu'il y a accès et il n'y a pas accès. En fonction des circonstances, en fonction de la manière dont on mène les choses. Et ça, je pense que Georges Devereux l'a très bien perçu, et ça la question se pose à toute personne qui veut faire un travail de ce genre, ou à tout chercheur. Tout chercheur a des relations avec les personnes avec qui il fait sa recherche, que ce soit
un quartier populaire ou une association, n'importe quoi, il y a forcément accès et barrage. Le dernier levier, c'est des procédés rédactionnels, c'est-à-dire j'utilise très peu le patronyme qui aurait souligné le rapport de parenté. J'utilise les prénoms, Jacques et Mémène, et ça me permet, au moins dans la rédaction, de maintenir une distance pratiquement jusqu'à la fin. Merci pour ces explications. Donc ça, c'est pour la méthode. Et est-ce que tu pourrais nous dire de manière un petit peu plus précise et un peu plus imagée le matériau dont tu t'es servi pour faire ce livre? Alors, matériau au sens papier... Archives, oui. Quel type de document? Oui, quel type de document? Mon père était chef d'entreprise, une entreprise de négoce et de tissage de textile à Reims. Et il était chargé de tout le volet commercial qui se faisait principalement à l'exportation en Grande-Bretagne et aux États-Unis et au Canada. Donc il était souvent absent et le livre, la tranche d'histoire où se situe le livre, appartient à ce que j'appelle le moment postal. C'est-à-dire qu'à partir d'environ 1860 jusqu'en 1970, tout Français habitant le territoire métropolitain, au moins, mais aussi les territoires d'outre-mer avec des délais plus importants, en tout cas dans le territoire métropolitain, on pouvait écrire une lettre, la mettre dans la boîte à lettres. On savait que dans les 24 heures ou 48 heures suivantes, le destinataire la recevrait et qu'on aurait la réponse dans les 48 heures. Avec les grandes villes de Grande-Bretagne ou des États-Unis, le délai était un tout petit peu rallongé, mais à peine. En tout cas, les personnes qui s'écrivaient de manière régulière, c'était des gens qui savaient écrire, qui étaient cultivés, qui pratiquaient beaucoup ce qu'on appelle l'écriture de soi, c'est-à-dire qu'on se racontait beaucoup. Donc j'en ai les lettres, j'ai la collection absolument complète de leur correspondance. Mais j'ai aussi les correspondances avec les ascendants, avec les collatéraux, avec les enfants, plusieurs. Donc j'ai tout ce qui relève du moment postal. Il y a des récits, par exemple, Mémène, à la déclaration de guerre, en août 1939, a commencé un cahier qu'elle a intitulé « La guerre ». Il n'y a pas grand-chose pour 1939, mais là, les trous sont bouchés par le fait que Jacques était aux armées à partir d'août 1939 jusqu'à ce qu'il soit blessé, prisonnier, etc. Et là, la correspondance est très serrée. Et le titre, disant le bonheur, vient du fait qu'ils se sont mariés en octobre 1929 et que, au 10e anniversaire de mariage, octobre 1939, ils s'écrivent en se demandant « Avez-vous été heureux avec moi pendant ces 10 ans? Avez-vous été heureuse avec moi pendant ces 10 ans ?» Et la réponse très explicite est « Oui, en dépit des épreuves que nous avons vécues ensemble, nous avons vécu 10 années de bonheur. » Donc là, on a 10 ans, ensuite ça bascule, et à partir de juin 40 jusqu'au décès de Jacques, là ce ne sont plus des années de bonheur, on passe à autre chose, à un autre sujet. Donc elle a commencé son récit en août 1939, et à partir du moment où elle a été sans nouvelles de son homme qui s'était battu contre les Allemands, qui avait disparu, on n'avait plus rien, plus de communication. Là, elle a écrit absolument tous les jours les événements qu'elle vivait.
et elle a écrit des récits très circonstanciés de la manière dont elle est partie à sa recherche et où finalement elle l'a trouvée dans un hôpital Stalag du côté d'Épinal. Donc on a des récits de ce genre qui sont très, très élaborés, très rapportés à son expérience personnelle, qui permettent de voir quel genre de sujet c'était, quelle était sa trajectoire, quelle était la manière dont elle vivait sa vie. Des photos, bien sûr, beaucoup. Les agendas, j'ai tous les agendas. Et ça, c'est extrêmement précieux. Parce qu'à partir de juin 40, quand Jacques a souffert d'un traumatisme de guerre sévère et de quantité d'affections somatiques, on voit tous ces rendez-vous médicaux qu'on peut articuler avec son dossier médical et avec les symptômes dont les correspondances et les témoignages et les récits font état. Quoi d'autre comme document? Beaucoup de photos, bien sûr, dont des photos qui sont assez... Alors, il y a pas mal de photos. Enfin, il y a des photos dans le cahier photo du livre. Il y a une photo... Alors, à côté de ça, on a toute la ressource d'Internet. Et ça, il faut, je crois, en dire un mot, parce que cette ressource n'était pas disponible il y a quoi? Il y a 15-20 ans. Exemple, la dernière photo que j'ai mise dans le cahier photo, c'est... donc Jacques était un lieutenant d'artillerie. Passez-moi l'expression, il bouffait du boche. Il fallait né à Reims, avec sa ville détruite, la propriété de ses parents, etc. Il avait été élevé par ses parents et par le milieu social et le milieu géographique dans la haine féroce. Il fallait en tuer le plus grand nombre possible. Donc, le 18 juin, il se trouve du côté d'Épinal, avec une poignée de combattants, ayant perdu le contact avec sa hiérarchie, et avec son canon de 75, qui est un canon mythique, c'est un canon à tir rapide, extrêmement efficace. Il tente, avec cette poignée de combattants, c'était environ 120, d'arrêter une colonne de panzer allemand. Alors il tire pendant 2 heures, au bout de 2 heures, il se fait exploser par des tirs de contre-batterie et par des tanks allemands qui avaient réussi à se faufiler. Bon. Or, la photo de son canon prise par les Allemands le lendemain ou le surlendemain, elle a été trouvée sur Internet. Et donc je la publie. C'est le canon de Jacques à côté duquel il a failli... 4 de ses hommes ont été tués. Lui-même est resté pendant à peu près 2 heures appuyé sur la crosse du canon à attendre la mort. Bon, finalement, je vous passe les détails, mais je trouve que ces ressources Internet qu'on peut mettre en lien avec des documents personnels et des descriptions très circonstanciées, parce que Jacques donne une description très détaillée de son combat, de la position du canon, de ce qu'il a fait, et la description qu'il en donne coïncide parfaitement avec la photo allemande, et coïncide parfaitement avec les photos qu'il a prises en 1945, quand il est retourné sur les lieux avec 2 ou 3 survivants pour revisiter le lieu du combat. Donc vous voyez un panel de documentation qui est quand même très considérable. Le grand livre, oui, alors c'est un livre, c'est un registre de comptabilité d'entreprise très épais, à peu près 5 cm d'épaisseur, très grand format, dont même a fait l'acquisition vers 1930 et dans lequel elle a collé toutes sortes de coupures de journaux, mais aussi des cartes d'alimentation, des Ausweis allemands, des laissez-passer américains, à partir du moment où les Américains ont investi la ville de Reims et où ils ont été... on a eu plus à Reims, sous les Américains, on a eu plus de checkpoints qu'avec les Allemands.
Parce que Eisenhower avait son quartier général à Reims, et c'est à Reims qu'a été signée la capitulation sans condition des Allemands par Jodl. Donc tout ça est collé dans le gros livre, qui est aussi une source d'information intéressante. Alors une source d'information précieuse, de première main, effectivement, et qu'on voit dans un format qu'on a de plus en plus l'habitude de ne pas voir, justement. Et donc la question qui me taraude quand tu nous expliques tout ça, c'est de dire, et aujourd'hui, avec la dématérialisation, est-ce que tu penses que les historiens ou les universitaires, quand ils auront 60 à 80 ans de recul par rapport à notre époque aujourd'hui, seraient capables ou seront capables de faire le même travail que tu as fait pour ta famille? Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Simplement, les sources ne seraient pas les mêmes, c'est tout. Mais le moment postal est court. C'est 1860-1970. Dans l'histoire de l'Europe, c'est quelques instants. Les historiens qui travaillent sur les périodes précédentes et qui essaient de reconstituer ce type d'écrit, des gens comme Alain Corbin qui a voulu restituer la vie d'un sabotier, par exemple. Ils sont obligés de s'adresser à d'autres types de sources et d'archives. Il y a évidemment les archéologues qui travaillent beaucoup, mais les archéologues maintenant ont une telle finesse de technique. Je vais faire une digression là. L'un de mes collègues qui m'a beaucoup stimulé, c'est Stéphane Audouin-Rousseau, qui a publié ce livre, Quelle histoire, un récit de filiation. C'est donc l'histoire de son grand-père qui a été très choqué à Verdun, à telle enseigne que, revenu de la guerre, il a été mis sous tutelle parce qu'il était tellement choqué que son père a essayé de l'employer dans sa boîte, mais ça n'a pas marché, on ne lui a pas trouvé de boulot, etc. N'empêche qu'il s'est marié, il a eu des enfants, dont le père de Stéphane Audouin-Rousseau, qui s'appelle Philippe, qui lui était antimilitariste à tout craint, proche des surréalistes, qui a travaillé avec André Breton, et qui a eu pour enfant Stéphane Audouin-Rousseau et ses deux sœurs jumelles, dont l'une des deux est Fred Varga. Et donc Fred Varga, archéologue, s'intéresse à l'histoire de la pathologie. Donc à partir de ses fouilles, elle restitue l'état de santé des populations, mettons, sur une fouille du Moyen-Âge, vers 1200, quelles étaient les pathologies de la population française, les mensurations, les tailles, etc., l'espérance de vie, la mortalité infantile. C'est des quantités de choses qu'on arrive à reconstituer à partir d'une documentation qui n'est pas une documentation d'archives écrites sur papier. Il y a beaucoup de sources de ce genre-là, et alors à l'avenir, on aura tout ce qui est numérisé. Alors comment est-ce que ça va se conserver? Je ne sais pas, mais il y a énormément de documents, ne serait-ce que des quantités de documents vidéo. Dans les familles, on conserve des petits films, on a filmé tous les enfants les uns après les autres depuis leur âge le plus tendre. C'est exploitable. Merci. Je voudrais qu'on revienne à l'histoire elle-même. Tu as choisi 10 années, tu nous as déjà un peu effleuré le sujet en disant que ce sont les 10 meilleures années du couple, si je comprends bien, mais il se trouve que ce sont 10 années quand même qui se situent à un moment historique particulièrement troublé. C'est pour ça que je t'avais suggéré quand nous en avons parlé que en sous-titre, moi j'aurais presque mis un couple dans la tourmente. Et je reconnais que à la lecture du livre, ils n'ont pas fait qu'être dans la tourmente, en tout cas ton père, ils ont pris part à la tourmente. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus ces choses? Oui. Alors, le sous-titre, c'est un couple bourgeois à l'âge des extrêmes. Ça, c'est un clin d'œil à mes collègues historiens, sociologues, anthropologues, etc. Parce que l'âge des extrêmes,
C'est une expression qui a été forgée par un historien marxiste anglais qui s'appelle Eric Hobsbawm. Et de manière un peu ésotérique, je l'avoue, certainement pas au grand public, mais l'âge des extrêmes, c'est vraiment l'âge auquel je fais allusion en disant que c'est un âge, tu viens tourmenté, minimum tourmenté. Donc, alors le contenu, quelle était la tourmente? Ça commence avec la Grande Guerre, et ce récit de filiation, on peut le faire circuler après tout. Au point de départ, les archives étaient tellement énormes que je me suis dit, moi je me contente du couple et de personne d'autre, c'est 2 personnages, j'oublie tout le reste. Sauf que le récit de Stéphane Audouin Rousseau, rapportant le fait que lui-même est historien de la Grande Guerre, alors qu'il est fils d'un antimilitariste, surréaliste, qui lui-même se posait à front renversé avec son propre père, qui s'était battu pendant la Grande Guerre et qui en était revenu très choqué. Stéphane Audouin Rousseau m'a convaincu qu'il fallait que je remonte au moins une génération. C'est-à-dire qu'il y avait des choses importantes qui s'étaient jouées pendant la Première Guerre mondiale et que je ne pouvais rien comprendre ni à Jacques ni à Memel si je ne commençais pas avec le fait que c'était des ados de la Grande Guerre. Si bien que je me suis plongé dans cette histoire de la Grande Guerre et notamment dans la correspondance des parents de Jacques. J'ai leur correspondance. Et là, c'est quand même très impressionnant parce que le père de Jacques, André, était capitaine d'artillerie. Il a fait toute la campagne de France, il a failli perdre la vie. Il a été pris derrière les lignes allemandes, il a fini par s'en tirer. Il est revenu à son dépôt, il a été envoyé aux Dardanelles. Après, aux Dardanelles, il a contracté la fièvre typhoïde. Il en a eu des séquelles graves, notamment des séquelles cardiaques. Ensuite, il a été envoyé pendant 13 mois à Verdun. Ensuite, il a été envoyé sur le front de Champagne, puis dans la Somme. En août 1918, il était tellement à bout et tellement épuisé qu'on l'a retiré du front et on l'a mis à l'instruction. Il est revenu de la guerre de 14 avec des troubles de l'humeur sévères, alors que c'était un homme calme, pondéré, assez facile à vivre. Il est revenu colérique à un point pas possible, il ne se contrôlait plus. Et on sait que parmi les poilus qui sont revenus, le taux d'alcoolisme, de violence familiale, de troubles psychiques a été considérable. Donc, ça, c'est le père que retrouve Jacques quand il a 16 ans, 16-17 ans. Et à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui se nouent et qui font qu'il aborde le XXe siècle avec ce sentiment que la modernité est une horreur, que le catholicisme c'est quelque chose de très bien et sur quoi on peut se fonder, mais à condition de revenir à une société médiévale imaginée. Pensez à Philippe de Villiers, au Puy du Fou, etc. Là, on voit très bien cette configuration-là. Et si on met les bons mots dessus, ça permet de comprendre les mouvements d'extrême droite, de l'entre-deux-guerres, les mouvements réactionnaires, les mouvements de réaction, de révolution conservatrice portés par le catholicisme français. Il y a toutes sortes d'aspects de l'histoire de l'entre-deux-guerres très très tourmentés qui deviennent accessibles. On ne les excuse pas, mais on comprend que des gens aient réagi comme ça. Et là, on peut le comprendre parce qu'on passe en coulisses. L'un des exercices que j'ai fait dans ce livre, c'est que Jacques s'est énormément investi dans les mouvements patronaux. Et que les historiens des mouvements patronaux ont trouvé ces archives aux archives de France, dans les archives
du CJP, du CNPF, des mouvements corporatistes des années 30, et que les historiens professionnels ont publié sur le patron d'entreprise Jacques Varnier. C'est très intéressant parce que le portrait qu'ils en donnent est très lisse finalement. Voilà un patron qui s'est investi, il a fait ci, il a fait ça, etc. Sauf que quand on va dans la coulisse et qu'on voit ce qui se passait en coulisses, là on a un tout autre homme. Et on comprend comment cet homme a pu s'investir, par quel mécanisme il a pu s'investir dans les mouvements patronaux avec un certain nombre d'options qui, après la guerre, à partir de la fondation du CNPF à laquelle il a participé en 1945, ensuite il a présidé le Centre des jeunes patrons en 2 ans, et puis ensuite, après 1950, il a été le premier président et fondateur du Centre de recherche et d'études des chefs d'entreprise, qui est aujourd'hui l'Institut de l'entreprise. Donc on peut faire cet exercice de vision stéréoscopique de cet homme qui a traversé toutes ces tourmentes avec des conséquences, avec des impacts, des réalisations qu'on peut voir dans l'espace public, mais dont on ne détient pas la clé. La clé se trouve dans l'intime, le privé, tout ce qui s'est joué en coulisses. Et là, on comprend. Et je me dis que si on pouvait aller dans les coulisses de Bolloré ou dans les coulisses de Philippe de Villiers, on découvrirait des choses assez intéressantes. Merci pour cet éclairage sur l'actualité en tout cas. Est-ce que ce que je me dis, c'est que on est passionné au moment de lire ce livre, on est pris par l'histoire, on est pris par tout ce que tu racontes. Simplement, ce sont 2 individus, un homme, une femme qui forment un couple. Est-ce qu'ils sont représentatifs de quelque chose de leur époque ou de leur génération? Ils sont représentatifs. Les historiens. Bon, il y a un en 1938, il y a un organisme patronal qui a été fondé, qui s'appelle le Centre des jeunes patrons. Et ce Centre des jeunes patrons a fait l'objet de recherches historiques par des historiens professionnels. Un d'eux s'appelle Lebeau. Et Lebeau remarque que les fondateurs du Centre des jeunes patrons sont pratiquement tous des ados de la Grande Guerre, que à la fin de la guerre, ils s'étaient préparés à combattre, mais ils n'ont pas combattu parce qu'ils étaient pile poil à la lutte, et qu'après la guerre, étant donné qu'ils n'avaient pas combattu, vis-à-vis des anciens combattants, ils avaient tout à prouver. Donc il fallait qu'ils prouvent et qu'ils se prouvent. Et ils se sont investis dans ce type de militantisme. Lebeau remarque aussi que ce sont principalement des jeunes du nord de la France, c'est-à-dire des champs de bataille. Ça n'est pas indifférent. Quand on prend la liste et qu'on pointe, on coche, évidemment, ça suppose qu'on sache où il faut regarder pour arriver à trouver les bonnes explications. Donc, Jacques est parfaitement représentatif des premiers recrutements du Centre des jeunes patrons. Il est également représentatif de la mouvance, disons, du catholicisme intransigeant, qui a porté des mouvements comme le mouvement corporatiste, puisqu'il s'agissait de revenir avant 1789 et l'abolition des corporations par la loi du Chapelier, et il fallait, si possible, revenir encore beaucoup plus en amont au Moyen-Âge. Donc oui, il est représentatif, quant à même, je pense qu'elle est quand même très représentative, alors qu'elle a une histoire de jeunesse beaucoup moins tourmentée, parce que sa famille n'a pas été impactée par elle n'était pas localisée sur les champs de bataille. Son père était officier de marine, elle a grandi à Toulon, à Vélassan, alors elle pouvait jouer, elle pouvait passer d'un accent à l'autre, librement en fonction du contexte. Et puis en Normandie. Et je pense, alors là aussi, on pourrait montrer à quel point elle est représentative
de la condition des femmes nées dans la bourgeoisie, dont on aurait pu penser qu'à la fin du XIXe siècle, elles s'orientaient vers une certaine émancipation, que paradoxalement, la Grande Guerre a stoppé, elle a stoppé l'émancipation des femmes, parce que pendant la guerre, elles ont fait l'expérience du salariat, non pas du travail, mais du travail salarié, et qu'en 1919, on les a renvoyées au foyer pour qu'elles fassent des enfants, étant donné qu'on en avait perdu 1 300 000 tués, plus le double de blessés. Donc il fallait absolument mettre l'accent sur la natalité. Mais elle-même a énormément travaillé jusqu'à obtenir le premier conservatoire de piano à Toulon. C'était une pianiste de très haut niveau et elle avait envisagé un parcours professionnel et que ses parents ont barré. Et il y a des documents d'archives qui sont tout à fait intéressants sur les débats qui avaient lieu à l'époque sur le travail des femmes, le travail salarié. Et elle est partie prenante de ces débats. Et dans les lettres qu'elle adresse à Jacques au moment de leur fiançailles, elle parle de ce malaise qui affecte les jeunes filles françaises. Ce malaise étant le fait que la seule perspective qui leur soit offerte, c'est le mariage. Donc elle est très consciente de ça et elle l'élabore. Alors peut-être pour aborder alors ce n'est pas vraiment la dernière partie du livre, mais quelque chose qui est beaucoup plus étonnant, ce qu'on découvre dans le livre en tout cas, c'est l'emprise dans laquelle a été pris ton père. J'aimerais que là tu nous indiques comment et par qui, dans la mesure où ça rencontre un écho qui aujourd'hui est très fort. Alors, il s'est passé la chose suivante. Donc, il voulait casser du Bosch. Et il en a eu l'occasion à partir du 10 mai 1944. Sa batterie et sa division étaient localisées tout près de la frontière allemande, dans les intervalles de la ligne Maginot. Donc, à partir du 10 mai, il a participé à pas mal de combats d'artillerie, dans la mesure où les Allemands voulaient fixer ces divisions pour ne pas qu'elles aillent vers l'ouest. Donc ils se sont beaucoup bagarrés, il a tiré son canon, il bougeait la batterie sans arrêt pour ne pas qu'elle soit repérée. Donc on faisait ça la nuit, on allait se poster à tel endroit, on reprenait le combat. Et le 18 juin, alors que l'armée allemande a fait la course à la mer et qu'elle revenait vers l'Alsace et la Lorraine, où étaient stationnées 44 divisions françaises en ordre de bataille, il s'agissait de retarder les Allemands, et là, avec ce groupe de combattants, il a arrêté pendant quelques heures, pendant 7-8 heures, il a arrêté une colonne allemande. Et il a été blessé, il a failli mourir, et il en est revenu avec ce qu'on appelle un trauma psychique de guerre. Alors c'est pas n'importe quoi, le mot trauma est utilisé assez largement et sans trop de scrupules. On parle de quelque chose de très précis. Est-ce que tu peux me tenir le micro? Les combattants, la batterie a vécu pendant tout l'hiver, depuis la formation de la batterie en septembre 1939 jusqu'au 18 juin 1944, les hommes de la batterie ont fait ce que les psys appellent corps 1. C'est-à-dire, c'est très physique. Ils ont subi les mêmes épreuves ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont partagé les mêmes repas, ils allaient à la feuillée les uns après les autres, enfin c'est corps 1. Arrive le combat et la moitié est tuée. Les autres restent en l'air, sans leur partenaire. Et ils sont des morts vivants. Ils sont moitié vivants et la partie morte est tombée. Ils sont en apesanteur. Donc il est revenu comme un vivant mais qui portait la mort en lui et qui portait la mort des autres.
on les connaît les autres. Il y a Sauvion, il y a Koch, il y a Schneider et il y a Gaffez, qui ont été tués. C'était les servants de sa pièce, donc il y avait la pièce, lui il commandait, et ils ont été tués de manière plus ou moins atroce. Je ne vais pas vous donner de détails, mais lui en donne. Donc il porte cette culpabilité parce que c'était lui le chef, et qu'il avait ordonné la position du canon, le tir, et que ces hommes ont été tués sous ses ordres. Alors qu'il avait contrevenu à une directive majeure qui d'ailleurs est une des raisons de la défaite en 1940, qui est qu'aucun officier ne devait mener une action sur le terrain sans en avoir des ordres de sa hiérarchie. Or, il était coupé de sa hiérarchie, il n'avait plus d'ordre. C'est lui qui a décidé. Et donc, il porte cette responsabilité épouvantable qu'il y en a 4 qui sont morts et que lui a survécu, alors qu'il pensait qu'il allait mourir puisqu'il était sévèrement blessé. Donc, il y a ça, et il y a le fait qu'il y a une violence formidable qui rentre dans le psychisme, et le psychisme n'est pas en mesure ni de la métaboliser, ni de l'expulser, ni de la détruire, donc ça reste en permanence. C'est donc un homme mortifère qui revient à la maison et qui essaie de se dépatouiller avec ça, alors que dans l'armée française, on a commencé à prendre en compte et en charge le trauma psychique de guerre que longtemps après la guerre d'Algérie. C'est dans les années 90 que la psychiatrie militaire française a commencé à s'intéresser aux soldats qui avaient vécu ce type d'expérience. Il y a à cela de multiples raisons. L'armée américaine était beaucoup plus en avance là-dessus, s'en est inquiétée dès la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi beaucoup au Vietnam. Et l'armée française ne voulait pas. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Mais il y avait des problèmes de prise en charge et d'indemnisation par derrière. Donc ça pouvait poser problème. En tout cas, il n'a eu aucun diagnostic, il n'a eu aucune aide et il s'en est dépatouillé comme ça. Si bien que EMN a eu à sa charge, comme aidante, un homme mortifère et profondément diminué jusqu'à ce qu'il décède en 1966, avec son état de santé qui se dégradait de plus en plus. J'ai mis très très longtemps à accepter le diagnostic de trauma psychique de guerre parce qu'il y avait une contradiction qui me paraissait flagrante, qui était que pendant la guerre, sous l'occupation, il a joué un rôle pivot dans la fondation et la gestion de l'Office des comités sociaux, qui sont les ancêtres des comités d'entreprise. Un travail qui a été validé par le gouvernement provisoire de la République française, qui, en 1944, a validé cette affaire-là et a créé des comités sociaux, des comités d'entreprise dans toutes les entreprises de plus de 100 emplois, je crois. Bon. Donc, il a une activité considérable. Ensuite, en 1945, il participe à la fondation du CNPF, très actif dedans. Dans les agendas, on voit des quantités de rendez-vous dans la commission des salaires, dans la production de la grille des salaires du textile, des rendez-vous multiples avec le président du CNPF, qui était à l'époque Georges Villiers. Ensuite, il fait une mission aux États-Unis en 1950, on revient avec des quantités d'idées pour fonder le Centre de recherche et d'études des chefs d'entreprise. Donc je me disais, c'est pas possible qu'un traumatisé de guerre, mortifère, rabâcheur, plaintif, etc., soit aussi actif dans l'espace public. Or, c'est une constante de tous les traumatisés de guerre. Ils s'explosent dans le domaine public et ils sont mortels à la maison. Et les psychiatres militaires américains ont noté ça avec les gars autour du Vietnam. Ils s'investissent dans des associations d'anciens combattants, dans la défense des droits civiques et dans beaucoup d'autres, dans l'associatif, dans la politique, on les trouve partout. À partir du moment où j'ai trouvé ça dans un manuel de psychiatrie militaire, je me suis dit, ah ben voilà, donc c'est cohérent.
Et c'est cohérent. Alors les psys vous disent que l'image de soi, le narcissisme est tellement détruit qu'il faut une réparation narcissique dans l'espace public. Et on ne peut pas la trouver à la maison avec les enfants et la femme. Donc on le trouve à l'extérieur. Ça collait. Mais il y a eu un accident de parcours qui est le suivant. Il contribue à fonder l'Office des comités sociaux sous l'occupation et qui était un organisme de droit privé. Il voulait que ce soit privé, que ce ne soit pas un organisme de l'État français, de Pétain et de Vichy. Il voulait que ce soit national dans toute la France, avec ses copains. Et sauf que ça marche tellement bien que DA, ministre du Travail, qui a été mis en place par les Allemands, notamment pour l'organisation TOT et la fabrication du mur de Berlin, il fallait contrôler les entreprises. DA se dit ça marche tellement bien qu'il faut absolument que ce soit sous le contrôle de l'État français. Donc il nationalise l'Office des comités sociaux. Aussitôt, Jacques saborde l'Office des comités sociaux de droit privé et laisse DA ramasser les miettes, mais il se trouve absolument sans objet. Or, il est convaincu que le 18 juin, il aurait dû mourir avec ceux qui sont morts, puisqu'il porte la mort en lui. Et que s'il a été sauvé, étant donné qu'il est catholique intransigeant, ça ne peut être qu'un fait de la Providence. Et que la Providence l'a sauvé, justement pour faire des choses dans l'espace public qui vont contribuer à sauver la France. Donc il n'a plus d'objet, plus de vocation, plus d'os à ronger, plus rien. Et il se demande qu'est-ce que la Providence veut bien de lui, quelle est sa vocation, qu'est-ce qu'il doit faire. Et deux de ses frères qui sont un peu mystiques comme lui disent, mais écoute, il y a une mystique qui a des apparitions de la Vierge et qui est en prise directe avec le ciel, elle a un téléphone rouge, elle habite à Châteauneuf-de-Galeur, elle s'appelle Marthe Robin, donc tu vas la trouver, et elle va te dire ce que la Providence attend de toi. Donc, en décembre 1943, il lâche tout, il laisse tout tomber, et il va voir Marthe Robin. Et là, il est scotché. Elle met la main dessus, elle l'agrippe, et à partir de ce moment-là, chaque année, il va la voir et il prend ses ordres auprès de Marthe Robin. Je fais circuler ceci, la fraude mystique de Marthe Robin. L'histoire de ce bouquin est intéressante, mais elle donne tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Et Marthe Robin le met en relation avec un petit groupe qui a formé une société secrète qui s'appelle la S, comme secret, société et samouraï. Parce qu'il se voit comme les 47 Ronins, un récit japonais qui a eu énormément de succès à l'époque. Et cette petite société secrète a été fondée dans les années 30. Mais à ce moment-là, son leader, en 1944, a des idées de grandeur à l'approche de la libération et il se dit qu'il va pouvoir utiliser l'AS pour occuper des fonctions politiques importantes. Alors il est débarqué par l'AS et l'AS nomme Jacques comme leader maximaux de la société secrète. C'était des pointures. Par exemple, l'un des membres de l'AS, c'était, son nom m'échappe et il va me revenir, il faudrait que je cherche dans le livre, le premier directeur, Cambois, le premier directeur du centre d'essai en vol de Brétigny. Cambois, polytechnicien, pilote d'essai, ingénieur aéronautique, résistant, et premier directeur et fondateur du centre d'essai en vol de Brétigny. Il y a une salle, Maurice Cambois, je crois que c'est Maurice son prénom, il y a une salle Maurice Cambois, il y avait une salle à Brétigny. Bon. Et donc, il reste dans cette
il reste sous emprise sectaire jusque dans les années 50. En 1952, il s'aborde la société Est, et là, il commence à s'affranchir un peu du trauma psychique de guerre, certainement de Châteauneuf-de-Galor, et il trouve autre chose à se mettre sous la dent, le Centre de recherche et d'études des chefs d'entreprise, jusqu'à ce que, à l'occasion d'un infarctus, il soit obligé de démissionner et le CNPF et Georges Villiers mettent la main sur le Centre de recherche et d'études des chefs d'entreprise pour en faire un outil du CNPF dans la ligne qui est celle du CNPF jusqu'aujourd'hui avec le MEDEF. Merci. Moi, j'ai trouvé, si j'ai orienté cette dernière question, c'est que je trouve qu'on revient au point de départ, c'est-à-dire que d'un livre qui est un véritable travail scientifique, on tourne ici vers quasiment du romanesque. Et on a peine à croire quand on lit, après, quand on a fait toute la lecture du livre, qu'un personnage tel que celui de ton père ait pu tomber sous cette emprise-là, d'autant qu'effectivement tout ça se révèle être une mystification à tous les sens du terme. Voilà, moi j'ai fait tout ce travail pour essayer de proposer à Jean-Pierre de vous parler du mieux possible de ce livre. J'espère qu'à travers mes questions, mais surtout ses réponses, il vous a donné envie de lire le livre, et peut-être que déjà il a suscité certaines questions chez vous. La parole est à vous. Tu as dit au tout début que tu t'es appuyé pour ton travail, qui donne particulièrement envie de lire le bouquin, augmenter la pile des bouquins à lire. Tu ne t'es basé que sur des écrits. Pourquoi ce choix? Pourquoi c'est pas une tradition orale, mais la transmission de l'histoire familiale varie d'une personne à l'autre et effectivement est parfois contradictoire. Mais est-ce que les écrits sont forcément fiables et les oraux sont forcément non fiables? Quelle est la finalité de ce choix de ne jamais utiliser les racontards, les récits qu'on transmet d'une personne à l'autre d'une même famille, même s'ils peuvent être différents, parce que ça peut peut-être être intéressant de voir pourquoi deux personnes ont des interprétations différentes d'un même fait, pourquoi des faits qui sont véridiques pour certaines personnes de la famille ne le sont pas par d'autres, et voir pourquoi des faits racontés par la famille sont contradictoires avec des écrits. Voilà. Une question de méthode. Exemple. Donc j'ai dit que j'avais des problèmes avec ma sœur aînée, Marie-Hélène. Et lorsque j'ai eu écrit 1200 pages à destination de la famille, j'ai fait circuler ces 1200 pages auprès des membres de ma famille qui le souhaitaient, qui me l'ont spécialement demandé, dont un des fils de Marie-Hélène, qui s'appelle Gilles. Donc j'envoie le document à Gilles et je ne lui donne aucune instruction. Mais Gilles savait que je ne m'entendais pas avec sa mère. Bon, le temps passe. Et un jour, ma sœur Christine m'appelle au téléphone et me dit, tu sais pas, Claire, fille de Marie-Hélène, diagnostiquée schizophrène, 2 tentatives de suicide au compteur. Claire a tenu ma sœur Christine au téléphone pendant 4h30. Et Christine me dit, tu sais pas quoi? Elle a vu une clé USB à côté de l'ordinateur de sa mère. Elle a une relation très bizarre avec sa mère. Elle est très intrusive, Claire. Elle a voulu voir ce qu'il y avait sur la clé USB. Elle l'a mise, elle a trouvé ton texte. Elle a passé 1 jour et demi à le lire, sans dormir. Et elle m'a dit, mais maman ne nous a raconté que des sottises. Que des sottises. Alors, la question suivante, c'est pourquoi elle raconte des sottises. Mais exemple d'une sottise. Claire dit à Marie-Hélène, à Christine, maman nous a toujours dit que
notre grand-mère, donc Mémène, était une idiote. Qu'elle n'avait pas passé son bac, non pas parce que ses parents partaient en cure et qu'ils lui ont dit « bon, tu viens avec nous et tu ne vas pas aux épreuves du bac ». Elle n'a pas passé ses épreuves du bac parce qu'elle était absolument incapable de les passer. Or, il y a tout son dossier scolaire dans les archives. Tous les originaux, les bulletins scolaires, première en maths, première en physique, dans les sciences, etc. Il n'y a que le dessin où elle était nulle. Excellente musicienne, elle veut présenter le brevet à 15 ans. Son père demande une dispense à l'Académie d'Aix. Le recteur lui répond « Écoutez, je suis absolument désolé, les règlements sont formels, elle n'a pas l'âge, elle ne peut pas présenter le brevet. » Qu'à cela ne tienne, elle le présente l'année suivante et elle est première de tout le département du Var. Bon, donc on a des preuves qu'elle était hyper intelligente et une scolarité brillantissime. Alors pourquoi Marie-Hélène est dans ce trip? Bon, d'abord, elle souffre d'un délire chronique. C'est-à-dire qu'elle peut être très pragmatique dans la vie quotidienne et de temps en temps, ça saute et elle raconte des salades absolument incroyables. Par exemple, à la suite de la liquidation de succession, on a vendu un bien et elle m'a accusé auprès de mes frères et sœurs, par courrier électronique, d'avoir passé un accord occulte avec Bouygues et qui aurait fait un accord tripartite. Nous vendions sous mon impulsion à un acheteur qui lui-même revendrait à Bouygues en faisant 10 fois la culbute et me donnerait à moi une rétrocommission. Donc voilà le genre de délire. Alors vous pouvez le croire, peut-être que vous croyez Marie-Hélène, peut-être que vous croyez que j'ai fait un accord avec Bouygues. Mais alors, pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors, il y a 4 sœurs. Moi, je vous ai dit que j'étais complètement névrosé, je m'en suis pas trop mal tiré. Mais 2 de mes sœurs souffrent de délire chronique, les 2 autres de dépression sévère. Bon. À l'étage de mes neveux et nièces et de mon fils, Louis, que tu connais, ils sont 25. Sur les 25, il y a 3 handicapés civils pensionnés sur des dossiers psychiatriques. Donc c'est une famille qui a été percutée par les conflits mondiaux, par les troubles du XXe siècle. Et si j'ai participé au séminaire de Stéphane Audouin Rousseau pendant 7-8 ans, peut-être plus, c'est que l'objet de ce séminaire, c'est d'explorer du point de vue historique et du point de vue psy, comment les impacts de guerre font ricochet de génération en génération, de manière très diversifiée. Ça dépend du sexe, de la place dans la fratrie, des événements qui ont été vécus, etc. Alors moi j'ai ma petite idée sur la manière dont mes sœurs ont fonctionné et fonctionnent. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est une vraie question. Alors oui, pourquoi faire plus confiance aux écrits? Personnellement, je fais plus confiance aux bulletins scolaires de ma mère qu'aux élucubrations de ma sœur. Mais les élucubrations sont intéressantes. Les élucubrations sont intéressantes. Alors, je suis d'accord avec toi que les écrits exigent interprétation et examen critique. Ils sont écrits dans un contexte, et donc ils disent ou ne disent pas, il y a des blancs, il y a des réserves, il y a de l'entourloupe, il y a tout ce qu'on veut. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, mais ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, vous avez parlé beaucoup de votre père, mais assez peu de votre mère. Donc, alors que du fait de son métier, ses absences, j'imagine qu'elle devait, enfin c'est plutôt elle qui devait tenir, vous étiez 6 enfants, c'est ça? Donc, quelle est finalement, elle a subi le traumatisme de la guerre de manière un peu différente de votre père, mais quel est finalement l'impact de son rôle à elle sur la fratrie? Oui, je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu parler plus d'elle parce que je dirais qu'elle occupe la moitié du bouquin.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans les archives institutionnelles, archives de France, archives du patronat, archives de la Marne, archives du travail à Roubaix, etc., il n'y a que le chef d'entreprise, Jacques Varnier. La femme est totalement absente. Alors que dans les archives intimes, privées, etc., elle est omniprésente. Et je dirais qu'elle est dominante. Elle est toujours à la manœuvre et c'est elle qui pilote tout. Par exemple, lorsqu'ils se sont rencontrés, lui était très réticent. En même temps, il a eu le coup de foudre. Mais il se sentait totalement indigne d'elle. Pas du tout à la hauteur. Et en plus de ça, il avait des aveux à faire, qui est que ses revenus ont considérablement augmenté à partir de 1919-1920, et que en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc., il a eu des aventures dont une bonne amie de sa mère l'a mise au courant, sa mère, en lui disant, tu sais, ton fils à Londres, il est en train de se perdre, etc., etc. Bon. Et donc, il aurait fallu qu'il avoue tout ça et qu'il se mette lui-même en cohérence avec la possibilité d'un mariage avec cette jeune fille dont il avait l'impression qu'elle lui était largement supérieure. Une pianiste formidable, une gaieté époustouflante, elle occupait le terrain. Alors, ils ont eu 2 rendez-vous, le coup de foudre des 2 côtés, et lui ensuite a disparu de la circulation. Et c'est elle qui l'a relancé, elle s'est décidée, elle a fait tout ce qu'il fallait pour le relancer, et à partir de ce moment-là, c'est elle qui a tenu les rênes. Et lui était un peu... alors il s'est rangé, il s'est cadré, il était d'accord, il a découvert l'amour, ils ont une histoire d'amour formidable, mais c'est toujours elle qui était à l'initiative. Et là se pose la question que posait tout à l'heure Christian, de savoir comment elle se situe par rapport à l'émancipation des femmes, par rapport au rapport de genre, ce genre de questions. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir son parcours, qui s'est terminé de manière, à mon avis, très triste dans l'année 1900, très fortunée, mais à mesure que le siècle s'écoule, que les guerres détruisent le patrimoine de ces familles, que les impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, les droits sur les successions, etc., se mettent en place, à ce moment-là, évidemment, leur train de vie subit les conséquences, et les enfants et les petits-enfants rejoignent les classes moyennes, voire au niveau des petits-enfants, les smicards. Donc on a cette dégradation, mais Mène a vécu très largement jusqu'à son dernier jour, dans un appartement dans le 7e arrondissement de Paris, et sa grande maison de campagne immense en Champagne, à recevoir ses petits-enfants. Alors, la lecture que je fais personnellement de la question que vous évoquez, c'est-à-dire les 6 enfants, le père dégradé mais la mère solaire, elle est solaire, c'est que je constate chez mes 4 sœurs un déni de la dégradation du père. Ça leur est insupportable. Elles ne peuvent pas supporter que leur père ait été amoché, n'ait pas été un père. Elles l'imaginent, elles le fantasment comme un père bien, intact, à sa place, etc. Elles attribuent toutes leurs difficultés à leur mère. C'est-à-dire les 4 sont en conflit avec la mère, et de manière féroce, sanglante, et le père est intouchable. Le déni est énorme. Non, mais c'est pour ça, forcément qu'il y avait à un moment donné un dérèglement. Ah oui, oui. Voilà. Non, c'est une famille toxique. Oui. Non, mais elle porte en elle, comme dit, ça fait décocher, hein, tout ça. Oui, oui, ça fait ricocher. Une autre question, excusez-moi, c'est que du coup, la guerre de 1870 ne devait pas être pour rien non plus, bien sûr, parce qu'à l'école, après la guerre avec les Prussiens,
les petits étaient montés contre les Allemands, ils avaient même des fusils en bois à l'école. Oui, Donc oui, ça, oui, je sais pas, oui. c'est pas votre père Jacques, peut-être qu'il a vécu, peut-être que oui, mais le grand-père, certainement. Oui. Donc le père de votre père, quoi. Je pense que lui, voilà, il a dû vivre ça, et ça a influencé aussi le petit Jacques, Tout certainement. à fait. Voilà. Ah ben, toute la Champagne était anti-Bosch à cause de la guerre de 1870 et de l'occupation. C'est pour ça qu'on me dit que ça remonte Oui, peu, oui. mais ça remonte plus. Ah, ça remonte, Ah oui. oui, hein, 1870. Oui. Alors mon frère, c'est un mystère. 2 ans et demi de moins que moi. Alors là aussi, ça vaut la peine pour... bon, ce livre a un écho assez fort du côté des historiens du XXe siècle. Historien des guerres, historien du catholicisme, historien du patronat, etc. Bon, là, je parlais d'une discussion. Mais concernant mon frère, c'est intéressant. Quand... C'est le plus jeune. Plus jeune, 2 ans et demi. Voilà. Le plus après le XXe siècle, Oui. c'est positif après. Vous êtes plus ou moins psy, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez de la... J'adore l'histoire. Ah, vous avez une histoire, mais vous percevez quand même pas mal de choses. Donc, en octobre 1939, ma mère écrit à mon père, c'est bon, cette situation de guerre nous met dans quelque chose de très imprévisible, dans beaucoup d'incertitudes, mais je fais quand même des projets. Mon père lui répond, j'ai toutes les lettres. Il répond, quel projet pouvez-vous bien faire? Alors, elle lui dit, si Saint-Antoine vous ramène de la guerre, il aura droit à un enfant à son nom. Alors, C'est un cadeau. j'ai toutes les lettres, je peux les montrer. Les lettres, tout le corpus sera déposé dans des archives publiques. Tout. Tout le monde pourra aller y voir. Et donc, elle fait faire une médaille de Saint-Antoine, elle le lui envoie par la poste, et lui dit, vous avez un aumônier de régiment, je ne sais pas trop quoi, sous la main, moi je n'en ai pas, mais faites bénir la médaille et mettez-la à votre gourmette. Donc il met la médaille à sa gourmette, il la fait bénir par l'abbé Batifol, qui était soulevé. C'est lapsus. Ça ne s'invente pas. Alors, bon, il ne faut pas rire de l'abbé Batifol, qui a été assassiné au camp de Mauthausen, en Autriche. Et donc, alors j'ai des lettres de Batifol, etc. J'ai sa biographie, j'ai tout. Bref, mon père lui répond, je trouve ça... bon, faire des projets aussi long terme, ça me laisse... Alors, ma mère lui répond, oui, je sens bien votre malaise, mais vous n'avez jamais aimé ça, mais n'empêche, j'ai fait un deal avec Saint-Antoine, et bon. Et donc, finalement, il est libéré sur dossier médical, il quitte l'hôpital Stalag, et il revient, et la promesse à Saint-Antoine est honorée. Et donc, en septembre 1941, naît un Antoine. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait à un gamin d'être les 10 balles qu'on donne à un saint. Je n'ai pas la réponse. Non, mais moi, il a été voulu, désiré, il sait le cadre dans lequel Non. il a été conçu. Alors oui, moi je suis un accent, alors mes parents pratiquaient avec succès la méthode Ogino, sauf pour moi. Moi je suis un accident, et je crois que c'est très bien parce que c'est très léger. On est un enfant de l'amour. Ma mère qui écrivait très bien, elle avait toujours le mot juste. Donc je nais en mars 1939, juste avant la guerre. Alors elle écrit à mon père en lui disant, cet enfant, nous ne l'avons pas voulu. Non, parce qu'elle fait clairement la distinction entre désiré et voulu. C'est ce que je vous dis, le petit dernier, il a été désiré. Le petit dernier, il a été voulu. Il a été planifié. C'est pas du tout la même chose.
C'est une transaction quasiment financière avec un saint. Tandis que moi, je suis le fruit de leur débordement amoureux. Et donc, c'est très bien. C'est très léger. J'ai été désiré. Et alors, du coup, vous êtes tourné vers la psychanalyse et puis l'écriture, cette recherche qu'il y a eu, le petit frère, donc, il s'en sort bien par rapport au sœurs. Très mal. Ah, d'accord. Alors, il est décédé aujourd'hui, mais les 10 dernières années, il a refusé, les 10 dernières années de sa vie, donc il y a 12 ans, il a refusé de me voir, de me téléphoner, de m'écrire, de n'avoir aucun contact avec moi, il est totalement repoussé. Et j'ai beaucoup discuté avec ses enfants, notamment avec une de ses filles, qui est très curieuse de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il était tellement colérique, pourquoi on ne pouvait pas parler avec lui, pourquoi il a été tellement méprisant vis-à-vis de ses enfants. Elle me dit que sa femme l'a toujours porté à bout de bras. Ça, c'est pas une bonne affaire quand dans un couple, il y en a un qui porte l'autre à bout de bras. Ça bascule. Moi, je le plains profondément et j'ai jamais réussi à... Personne n'a jamais réussi à avoir une conversation avec lui. Totalement fermé. Même quand il était jeune. Même quand il était jeune, oui. Oui, parce que 2 garçons et 4 filles, les 2 garçons, vous suivez en fait, 39 et 41. 39 et 41, oui. Voilà. Donc les 2 frères, ouais, vous n'étiez pas comme les 2 bonhommes. Si, on a vécu toute notre enfance ensemble. Voilà. Donc il y avait les filles à côté, ça c'était le bloc. Et il y avait les garçons. Alors, on avait des relations, je dirais, normales entre frères à 2 ans et demi de différence. C'est-à-dire, on faisait des quantités de choses ensemble, on jouait énormément, on se bagarrait comme il fallait, on se cognait, mais ça a bien marché jusqu'à l'adolescence, et puis après on s'est perdu de vue pendant une trentaine d'années. Et quand je suis revenu de mes pérégrinations aux États-Unis, en Afrique, etc., j'ai cru que je pouvais reprendre contact avec lui, mais je me suis complètement planté. Je n'avais rien compris. Parce que les parcours ont été à l'opposé, certainement. Oui. Moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu... Enfin, tout m'intéresse. C'est sur la déconstruction de cette représentation du couple de parents et de l'histoire familiale que tu as dû donc faire. Parce qu'effectivement, on construit notre histoire familiale par les anecdotes familiales qu'on a racontées, qu'on a entendues, que l'oncle a racontées à chaque repas de Noël. Enfin bon, il y a des choses que j'ai entendues sur ma famille, etc. Et je me demande si je serais très heureuse de déconstruire tout ça finalement. Quelle est la part de poids que ça représente. Parce que finalement, des histoires comme celle de ta famille, on n'a pas les mêmes, mais il y a des tas de choses dans des milieux plus modestes qui sont les nôtres. On a quand même, moi, mon grand-père, que je n'ai pas connu, mais qui est revenu avec un bras en moins, qui avait complètement changé. Il y a plein d'histoires comme ça. Enfin, mon père qui a vécu l'enfermement dans un naufrage, etc. Donc moi, j'ai plein de choses sur ma famille comme ça qui se sont construites. Et quelle serait la part, finalement, de souffrance de déconstruire tout ça? Est-ce qu'il y a une part de souffrance ou est-ce que comme tu es un universitaire et que tu as été capable de faire ce travail universitaire, comme tu dis, le recul que tu as pris, c'est bon. C'est un gros boulot. Ouais, C'est un gros boulot parce que on a l'impression que ce recul. là, c'est presque 35 ans de boulot. Hein, parce que j'ai commencé tout début 90. Et justement, j'ai dû commencer mon analyse en 1990, mais dans les 3 années précédentes, j'avais consulté à la clinique psy de la MGEN avec un psychiatre qui s'appelait, j'ai oublié son nom, peu importe. Donc pendant 3 ans, des rendez-vous très occasionnels, assez... Bon.
puis au bout de 3 ans, mon opinion était faite, je lui ai dit voilà, je vais faire une analyse. Il me dit oui, vous avez 1000 fois raison, vous allez découvrir énormément de choses. Il me dit je vais vous donner 2 noms, vous allez essayer avec Annika Blati, ça ne marche pas, je donne un autre. Bon, donc je vais voir Annika Blati, j'ai vu pendant 12 ans un rythme soutenu, 2 ou 3 séances par semaine. Et elle a tout de suite mis le doigt sur le père Amoché. Elle l'a fait moi j'ai trouvé ça brillantissime de sa part. Et elle me dit, mais au bout de 3-4 séances, elle me dit, mais parlez-moi un peu de votre père. Alors je lui dis, bah, c'était un chef d'entreprise, il se présentait très bien, il avait de l'argent, il s'habillait chez les meilleurs tailleurs, son portrait au studio Harcourt, le craque de soie, etc. Ses chapeaux, c'était des chapeaux moches. Et là, elle dit moche. Dis donc, on prononce le T. Moche, c'est au chapeau de feutre, ce qu'est Dior pour la haute couture, ce qu'est Rolls-Royce pour la bagnole. Ah, il ne dit rien, mais le père Amoché, il est revu très régulièrement parce que moi j'étais également dans le déni. C'est difficile d'avoir un père moche et amoché. C'est difficile à gérer. Et alors ensuite, toute la déconstruction dont tu parles, il faut tout... et c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Ça n'a pas de fin. Alors ça a duré 12 ans, l'analyse, puis au bout de 12 ans, je dis bon, ça suffit. Ensuite, je vole de mes propres ailes, et là, il y a vraiment le boulot d'archive à faire. Parce que dans l'analyse, on n'avait pas nommé Apocalypse de la modernité, on n'avait pas soulevé la question de l'antisémitisme, ni du complotisme, ni de la secte pseudo-mystique, ni du trauma psychique de guerre. Tout ça était resté latent. Il y avait des clés, il y avait des trucs qui s'étaient dénoués, mais il y a encore tout un boulot à faire. Alors, ça dépend des archives dont on dispose, ça dépend des gens à qui on peut parler, parce que dans ma famille, il y a des gens qui sont parlables et des gens qui ne le sont pas. Alors, étant donné les souffrances de mes sœurs, bon, il y en a 2 qui ont fait un travail analytique, mais qui ont buté sur la question du père. Alors, il y en a une qui est devenue psychothérapeute, Lilette. C'est souvent comme ça, les psys, c'est souvent des gens qui, au point de départ, ont des problèmes. Et alors, il y a quoi? Elle est décédée, il y a une vingtaine d'années. Je dis, mais écoute, bon, tu me parles toujours de ta mère, tu m'embêtes avec ta mère, et apparemment, c'est elle qui était responsable de tous tes malheurs, qui t'a brimé, qui fait ceci, cela, mais quand même, papa était sacrément problématique. Ah, tu crois? Je dis, bah oui, écoute, moi je vais faire les photocopies de ces carnets, il appelait ça ses cahiers, il y en a une boîte pleine, et tu verras quand même qu'il y a des trucs qui sont un peu difficiles. Alors, je lui fais des photocopies, je les mets sous chemise, je lui donne la chemise. Ben, tu sais pas ce qu'elle fait? Elle qui était très ordonnée et tout, qui était psy en plus, eh ben, elle pose ça par terre dans sa salle de bain. Et ben, 3 douches plus tard, il n'y avait plus rien. Alors, pour une psy, si c'est pas un acte manqué, eh ben, je me demande ce que c'est. Et tu vois jusqu'où va le déni. Alors, c'est vrai que c'est des histoires comme celle-là, il y en a dans toutes les familles. Sauf qu'on n'a pas forcément, on est pris par ailleurs, il n'y a pas d'urgence, on vit avec, et puis voilà, ça passe. Il se trouve que par ma profession, par la gravité de ma névrose, je ne sais pas trop quoi, je me suis coltiné dans le truc, mais il y avait un gisement d'archives qui était unique et exceptionnel. Moi j'ai comparé avec des amis à l'association pour l'autobiographie à Amberieu, etc. C'est un corpus exceptionnel. Françoise? Justement, qu'est-ce qui était parlé en fait dans la vie quotidienne? Parce que en fait, le père, d'après ce que tu dis, il avait une vie, en fait, il était très très valorisé dans l'espace public.
Et si rien n'est dit, dans l'espace privé, ben ça prend toute la place, quoi. C'est une image. En fait, qu'est-ce qui était raconté de ce qu'il avait vécu, ce père, Tout. à ses enfants? Tout. Vous saviez tout, en fait, Tout. parce que quelquefois le silence s'instaure. Tout, c'était un rabâcheur égocentrique. D'accord. Donc il arrivait à table, il se prenait la tête dans les mains, ma mère lui disait « Chouchou, vous avez mal au crâne ». Et ça démarrait. Georges Villiers, Papon, le docteur Gros, machin. Alors nous, on chuchotait comme ça. Tais-toi, écoute ce que dit ton papa, ce qu'il dit est très intéressant. Donc voilà. Rabâcheur, comme c'est pas permis. Parce que quelquefois rien ne se dit, donc en fait... Ah non, mais on était au courant de tout, on avait le récit de son combat exercé dans les Vosges, on avait tout. On avait plus que tout. Mais c'est pas un père qui joue avec nous, donc du coup, sûrement pas. Ah là là, Ça se faisait déjà pas, mais absolument incapable. déjà, oui. Il n'a jamais fait une partie de petits chevaux ou des trucs comme ça. Et alors... Et pas de câlin, pas de démonstration. Ah, affective. moi je pense que pour mes sœurs c'est dramatique, elles n'ont jamais eu un câlin de leur papa. Mais ça se faisait déjà pas, je pense aussi. Ça pouvait se faire. Donc de la maman, oui, quand même. C'était un peu débordé. À partir de 1940, c'est pas la loi. Eh oui, ça explique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez parlé de catholicisme intransigeant, je crois, non? Oui. Oui. Alors, à part la médaille de Saint-Antoine, comment ça se manifestait dans la vie familiale et... Oui. Alors, le catholicisme intransigeant, le catholicisme est assez divers, même en France. Il y a un catholicisme populaire, savant, etc. Le catholicisme intransigeant, c'est les historiens du catholicisme français, comme Pelletier par exemple, désignent par là un mouvement du catholicisme français qui récuse la Renaissance, parce que la Renaissance met l'homme d'abord, l'humanisme, la Réforme parce qu'elle met le libre arbitre en premier, et les Lumières parce que les Lumières mettent la raison d'abord. Et donc on récuse ça. Une fois qu'on a récusé tout ça, il ne reste pas grand-chose comme élément culturel sur quoi construire une interprétation du monde, etc. Mais pour lui, c'était évident qu'il fallait revenir en amont, avant la Renaissance. Alors, cette idée de chrétienté, il essayait de pousser ma mère dans ce sens-là, de la mettre en œuvre, comme par exemple des prières du soir avec les enfants, où ils pratiquent des sacrements, de la messe, etc. Et puis le bénédicité du dimanche avant le repas et à la fin du repas. Ça marchait plus ou moins, parce que c'était quand même assez contraignant. Donc ça se faisait une fois de temps en temps quand on prenait des bonnes résolutions, puis ça tenait 3 jours, et puis, excusez-moi, et puis ça se cassait la figure. Alors il faut, bien évidemment, mon point de vue personnel sur le catholicisme, vous imaginez que... Pas objectif du tout. Est-ce que vous êtes devenu athée pour autant? Pardon? Est-ce que vous êtes tombé dans l'extrémisme de devenir athée ou pas? Justement, je crois que ce qui a été très important pour moi, c'est mon expérience africaine. C'est-à-dire que j'ai beaucoup... j'ai vécu dans des familles africaines où il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de dogme, il n'y avait pas de curé, etc. Et on faisait des cérémonies familiales qui pour moi étaient de l'ordre d'une pratique religieuse, mais qui n'avait pas tout le poids de la hiérarchie catholique énorme qu'on porte sur le dos. Alors, est-ce que je suis athée ou pas athée? Je ne me pose même pas la question, c'est-à-dire que je serais en... je me sens bien
dans un cadre africain que je pourrais décrire. On s'adresse aux ancêtres, on s'adresse les uns aux autres, on discute. Une fois qu'on a discuté, il y a un maître de cérémonie qui passe sur une calebasse. Si on est d'accord, on pose ses mains sur la calebasse. Il y a du vin de raffia à l'intérieur, fait tout le tour, tout le monde est d'accord. Même l'anthropologue qui est là parce que... bon, et tout. Ensuite, on fait une libation sur les pierres du foyer. Et puis tout le monde est content, et puis on s'est réconcilié, et puis il y a quelque chose qui passe. Là, je me sens à l'aise, dans une église. Enfin, on est On va finir là, peut-être. On va remercier. Donc la prochaine fois, on se retrouve le 18 juin pour la conférence de Michel Mazet. Ce sera la dernière de la Ça saison. sera l'appel. C'est sur le post-impressionnisme. Ouais, c'est l'année 1886 avec la dernière exposition impressionniste et j'aborderai le post-impressionnisme.